qu'est-ce que la déontologie et en quoi est-ce qu'elle se distingue de l'éthique ou de la morale? Est-ce que toutes les professions sont encadrées par un code de déontologie et est-ce qu'il en existe plusieurs types? Voici toutes les questions auxquelles nous allons répondre dans cette vidéo. Alors, comme je le disais dans l'introduction, aujourd'hui on va s'intéresser à ces trois termes que sont l'éthique, la morale et la déontologie. Pour commencer par les deux premiers, si on se fie au référentiel philosophique, l'éthique et la morale font vraiment partie du même objet d'étude. Si on regarde au niveau étymologique, on se rend compte qu'éthique et morale sont en fait des traductions pour l'une grecque et pour l'autre latine du mot mœurs. Donc l'étymologie nous renseigne bien sur le fait que ces deux termes ont la même base, et en fait la distinction qui est faite entre les deux est assez récente. En fait, ça fait grosso modo une 50aine d'années que certaines personnes s'intéressent vraiment à distinguer l'un et l'autre. Mais la plupart du temps, dans le langage commun, on a plutôt tendance à utiliser l'un et l'autre de manière indifférenciée. Et si on veut faire la distinction entre ces deux termes, on pourrait dire que l'éthique, c'est un rapport de soi à soi-même, alors que la morale, c'est un rapport de soi aux autres. En fait, cette notion de la morale, elle vient de l'universalisme de la philosophie des Lumières. C'est une période de bouillonnement intellectuel lors de laquelle plusieurs philosophes se sont intéressés à trouver une morale qui s'applique à tous. Alors que si vous suivez cette idée, l'éthique est plus un rapport de soi à soi-même. Donc on pourrait dire qu'il y a une morale collective, mais qu'il y a plusieurs éthiques individuelles. D'ailleurs, vous voyez, dans le langage courant, on dit bien faire la morale à quelqu'un, non pas faire l'éthique à quelqu'un. Ça veut dire qu'on sait bien que lorsqu'on fait la morale à quelqu'un, on se réfère à quelque chose de collectif, à quelque chose qui est communément accepté par tout le monde, par la collectivité, par la société. Et donc du coup, dans ce sens-là, on peut dire que la déontologie est une morale qui s'applique à un champ professionnel bien défini. En fait, c'est un ensemble de règles qui régissent l'exercice d'une profession. Donc dans son sens courant, la déontologie renvoie aux obligations que les personnes sont censées respecter dans l'exercice de leur travail. Et la déontologie peut s'appréhender dans un double rapport à la profession et au droit. En fait, depuis le 19e siècle, certaines professions, en particulier les professions libérales, comme celle de médecin ou d'avocat, ont cherché à organiser et à codifier leurs pratiques afin d'améliorer la régulation de leur activité. Et après la Seconde Guerre mondiale, en France, les codes de bonne conduite professionnelle ont été progressivement intégrés au droit, ce qui fortifie la reconnaissance de la profession et ce qui confère un caractère obligatoire et sanctionné à ces ensembles de règles. Et si je vous parle de ce caractère juridique, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il va nous être utile pour différencier plusieurs formes de déontologie. Et un des éléments qui va être très important pour pouvoir différencier les déontologies, c'est est-ce que la profession est organisée autour d'un ordre ou non. Tout simplement puisque les professions qui sont organisées en ordre ont une déontologie qui est intégrée au droit étatique. En fait, ça veut dire qu'ils disposent d'une autonomie normative dans le domaine du droit et qui s'apparente aux privilèges d'Ancien Régime. Je reviens juste un instant sur la définition du terme de privilège qui a un sens dans ce que je vous propose là différent de celui qu'on entend dans le langage courant. En fait, le terme privilège qu'on utilise là, il vient de sa forme latine privata lex qui veut dire la loi privée. Donc si vous acceptez cette définition, la déontologie est une certaine forme de loi privée dans le sens où les prescriptions qu'elle contient concerne les professionnels uniquement. Et par conséquent, ce rapport, vous voyez, de la déontologie avec le droit est importante parce qu'elle permet de différencier la déontologie propre au corps de métier des médecins et celle propre au corps de métier, par exemple, des éducateurs spécialisés, des assistantes sociales ou des psychologues. Tout simplement, puisqu'il y a certaines professions qui sont organisées autour d'un ordre et certaines qui ne le sont pas. Pour vous donner un exemple très concret de ce que ça veut dire, si un médecin enfreint le code de déontologie, à ce moment-là, il s'expose à des sanctions de la part de l'ordre des médecins jusqu'au fait qu'il ne puisse plus exercer sa profession. Et ça, peu importe l'endroit où il voudrait exercer. À partir du moment où l'ordre des médecins a retiré le bénéfice de l'exercice de la profession à l'un d'entre eux, à ce moment-là, il ne peut plus travailler nulle part en tant que médecin. Ce qui va être très différent d'un travailleur social ou d'un psychologue, qui sont des professions qui ne sont pas organisées autour d'un ordre, puisque si jamais ils enfreignent leur code de déontologie, dans le pire des cas, ce qu'ils risquent, c'est d'être renvoyés de leur travail, mais pas de perdre le bénéfice de l'exercice de leur profession. D'ailleurs, dernièrement, en ce qui concerne la profession de psychologue, il y avait un débat pour créer un ordre professionnel, justement par rapport à tous les changements qu'il y a, vous savez, autour du remboursement des séances. Donc comme la déontologie est un ensemble de lois qui ont une valeur
collective, au niveau d'une profession, eh bien à ce moment-là, on comprend bien qu'elle a plus de poids si cette déontologie-là est unanimement reconnue par tous les professionnels de ce corps de métier particulier. Parfois, il y a des propositions déontologiques ou des propositions de construction d'un code de déontologie, mais comme c'en est encore au balbutiement ou comme c'est encore assez neuf, eh bien c'est pas vraiment communément admis par tout le monde et donc du coup ce code de déontologie ne fait pas vraiment figure de référentiel collectif. Une des professions qui est en train récemment de s'organiser vraiment autour d'un code de déontologie, c'est notamment la profession d'éducateur spécialisé. Après, il y a des différences entre les pays. Il y a certains pays, comme au Canada, dans lesquels il y a déjà un code de déontologie bien établi. Il y en a d'autres dans lesquels c'en est encore au balbutiement. Tout ça, c'est également rapport à l'endroit dans lequel on se situe. Et en général, il y a même des rituels qui montrent l'appartenance aux instances supérieures. C'est le cas par exemple dans la médecine avec le serment d'Hippocrate. C'est le moment où on va prêter serment de respecter la loi suprême du code de déontologie, donc on va respecter cette loi privée. Et dans certains pays, comme au Liban, les travailleurs sociaux ont également un serment propre à eux. Donc pour résumer, la déontologie se manifeste dans un code de déontologie qui est en fait la loi écrite, et elle est en fait une morale, donc quelque chose qui s'applique à tous les individus qui appartiennent à un corps de métier particulier. Ce qui est différent de l'éthique, qui est un rapport de soi à soi-même. Donc, en définitive, on pourrait dire que si on transgresse une éthique personnelle, on est notre propre juge. Mais par contre, si on transgresse un code de déontologie, là, on transgresse la morale communément admise, et à ce moment-là, on s'expose à différents types de sanctions en fonction des types de déontologie. Grosso modo, est-ce qu'il y a un ordre qui organise la profession ou non? Pour que ce soit plus clair, je vais prendre un exemple. Quelque chose qui se retrouve quand même dans un grand nombre de codes de déontologie, c'est la question du secret professionnel. Et ce secret professionnel, il peut être inscrit dans le code de déontologie des travailleurs d'une même profession, comme c'est le cas des médecins, des travailleurs sociaux, des assistantes sociales, des psychologues, mais également de personnes au service d'un même employeur, comme par exemple tous les salariés de l'hôpital, ou d'un service social. Donc par exemple, un médecin qui travaillerait à l'hôpital, il peut être soumis au secret professionnel vis-à-vis de différentes instances, vis-à-vis de son ordre professionnel, mais également vis-à-vis de son employeur. Alors que par exemple, un éducateur spécialisé qui travaillerait dans le médico-social, lui, comme sa profession n'est pas organisée en ordre, il ne risque une sanction qu'au niveau de son employeur. Donc ça veut dire que dans le pire des cas, il commet une faute professionnelle, ce qui veut dire qu'il peut être renvoyé, mais il peut demain chercher du travail dans n'importe quelle autre institution en tant qu'éducateur spécialisé. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu être éclairante et qu'elle aura pu répondre à certaines de vos interrogations. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la clochette des notifications si vous voulez être au courant de la parution des prochaines vidéos. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une proposition que je vous ferai d'une déontologie propre à l'approche stratégique. J'espère en tout cas que votre année a bien commencé, j'ai hâte de vous retrouver et en attendant, prenez bien soin de vous.